Je vous montre cette photo parce que ces enfants, ils étaient tous comme moi. Ils étaient tous enfants de la rue Oudard. Alors, tous ces enfants devant ont été déportés et ne sont pas revenus. Mais quand je revois ces gamins, c'est toute ma vie que je revois parce que ce 16 juillet 42, je l'ai vu de ma fenêtre. Et j'ai vu tous ceux-là qui ont été arrêtés par la police française. Allô, à Piqueux, la prime de 1000 francs offerte par l'apéritif préféré des sportifs. Le Veldiv, le Vélodrome d'hiver, c'est un lieu magique pour les Parisiens. Et c'est là qu'en 1942, en juillet 1942, va se dérouler l'événement le plus important, le plus symbolique, le plus significatif de la persécution antisémite en France, ce qu'on appelle la Grande Rafle, la rafle du Veldiv. Tout ça, c'est un événement qui se passe dans un Paris qui est un peu déserté parce que la population est partie, les hommes, beaucoup d'hommes qui sont prisonniers, il y a des familles qui ont fui Paris en 1940 et qui vivent un peu partout. Donc il n'y a pas grand monde pour voir ce qui se passe et surtout pas de photos. Alors on a retrouvé un jour une photo où on voit de l'extérieur un convoi d'autobus qui amenait les Juifs qui avaient été raflés par la police et la gendarmerie française. C'est la seule photo qui existe actuellement de la rafle du Veldiv. Et en ce qui concerne ceux qui étaient dans le Vélodrome d'hiver, qui étaient quand même plus de 8000, dont la moitié étaient des parents, essentiellement des mères, et les autres étaient 4000 enfants, j'ai tenu, comme pour tous les autres enfants déportés juifs, à essayer de retrouver des photos pour individualiser, pour faire en sorte que ce ne soit pas une statistique. Elles sont des photos de bonheur, mais elles sont d'autant plus évocatrices que les enfants ont été projetés dans l'univers concentrationnaire qu'ils ont effleuré, puisque après un voyage terrible, ils ont été immédiatement assassinés, et dans des conditions absolument terribles. Alors la France de l'époque, il faut bien dire, c'est une France sous-informée, étant donné que les seules informations qui viennent par Radio Paris ou par les journaux de l'époque, ce sont des informations qui sont contrôlées. Et il y avait un organisme qui s'appelait la censure, mais qui ne coupait pas seulement les articles dans les journaux, mais qui disait tous les jours, à tous les journaux, vous devez mettre sur 3 colonnes à la page 1 telle information, sur une colonne telle autre information, etc. Et puis, bon, il y avait donc les occupants qui étaient là, dont au début, bien des gens se sont dit, mais au fond, ils sont corrects. Et c'est vrai, ils avaient reçu la consigne, les Allemands, qui occupaient les 2/3 de la France à peu près à l'époque, ils avaient reçu la consigne d'être corrects. Et des tas de gens trouvaient que ça allait pas mal, si vous voulez, ils avaient été assommés par la défaite. Il faut bien voir, la défaite, ça veut dire que c'est un pays qui se défait. Alors, il y a des gens qui sont assommés par la défaite, puis il y en a qui essaient de reconstituer leur vie après cette défaite. Il y a la misère du peuple, qui est une misère considérable. Donc c'est un monde qu'il ne faut pas juger avec les yeux d'aujourd'hui. C'est un monde très complexe, très atomisé, où on ne sait pas d'une région à l'autre ce qui se passe dans l'autre région. On ne sait pas ce que sont devenus ses voisins, puisque en 1940, la France s'est dispersée sur les routes. Il y a un an, le maréchal Pétain, accompagné du président Laval, arrivait à Montoire, où il devait être reçu par le Führer. Une aube nouvelle se levait sur la France vaincue et isolée. Le gouvernement français de Vichy
cherche des boucs émissaires. On se dit, on a été battu, il faut des boucs émissaires. On est battu à cause de qui? Alors on trouve des tas de raisons, bien sûr, depuis le divorce, l'autorisation permanente aussi, et les Juifs. Et les Juifs apatrides, il faut dire que la France avait reçu beaucoup de Juifs réfugiés dans les années 30. Et donc, le gouvernement de Vichy va commencer à prendre des mesures dès septembre 1940, sans que les Allemands les demandaient encore, contre les Juifs étrangers, et aussi va dénationaliser, dénaturaliser un certain nombre de Juifs qui avaient été naturalisés français, des réfugiés qui venaient d'Allemagne, d'Autriche ensuite, puisque l'Allemagne avait envahi l'Autriche. Et donc on va les dénaturaliser, on va en refaire des étrangers, donc des apatrides. Et en même temps, toujours le gouvernement de Vichy prend une série de mesures qui interdisent aux Juifs d'exercer certaines professions. L'avocat, par exemple. Bon, on ne peut plus être avocat si on est juif. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Sézille prononce le discours d'inauguration. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Dès le 10 juillet 1940, c'est-à-dire lorsque Pétain obtient les pleins pouvoirs, il est d'abord entouré par une équipe d'extrême droite, venue de l'Action française, venue des milieux antisémites, comme Xavier Vallat entre autres. Et immédiatement, on comprend ce qui va se passer parce que une des premières décisions de ce gouvernement Pétain-Laval, c'est l'abrogation du décret Marchandeau d'avril 1939 qui réprime les écrits, les manifestations raciales. Donc ça, c'est abrogé immédiatement, ce qui donne le ton. Et simultanément, à quelques jours près, il y a d'une part la première ordonnance nazie pour la zone occupée qui intime aux Juifs l'ordre de se présenter dans les commissariats, de se déclarer, et dans le même temps, le 3 octobre, le statut des Juifs qui était dicté à Vichy par le gouvernement Pétain-Laval. Donc la machine infernale s'est mise en route. Tous ceux qui vont se présenter dans la zone occupée, dans les commissariats de police français, c'est pas la Gestapo qui fait le travail, vont être enregistrés, fichés, et verront leur carte d'identité décorée d'un tampon juif. Et plus de 110 000 personnes, parce qu'on avait confiance dans cette France où on était venu se réfugier, parce qu'on était aussi fiers par esprit communautaire, on n'avait pas honte de se déclarer juif. Plus de 110 000 personnes se sont donc déclarées dans les commissariats ou à la préfecture. Ce qui a permis les premières arrestations de masse le 14 mai 1941, qui ont cette spécificité que c'est une rafle sur rendez-vous, si on peut dire. On envoie à 5000 juifs étrangers de Paris un petit carton leur demandant d'aller au commissariat pour examen de situation. Et tout cela, tous ceux qui viendront sont immédiatement arrêtés et transférés à Pithiviers, au Bourg de la Rolande dans le Loiret, sous la conduite des gendarmes français. On ne peut pas imaginer que cette convocation en soi, qui émanait du commissariat de police, de la préfecture de police, c'était en fait un arrêt de mort à distance qui était signé. Parce qu'en fait, cette convocation disait monsieur Segal, mon père, vous êtes invité, il n'y avait rien de combinatoire, vous êtes invité à vous présenter demain matin à 7h, muni de vos papiers d'identité, pour examen de votre situation. Donc, pour mon père, examen de la situation, ça veut dire contrôle d'identité. Je suis en règle, j'ai mes papiers, je travaille, il n'y a pas de problème. Donc, 7h du matin, pourquoi? Donc, naïvement, c'est parce que pour qu'on puisse aller travailler après. Et simplement, la personne qui ne répondrait pas à la présente convocation ou quelque chose comme ça serait soumise aux sanctions s'exposerait aux sanctions les plus sévères. Donc, naïvement, avec le recul et par crainte de choses plus graves, mon père est parti. Et puis, quand on est revenu à midi,
Mon père n'était plus là, il n'était pas parti travailler comme il l'avait cru. Et alors la justification, moi je l'ai reçue il y a quelque temps quand j'ai demandé la copie du fichier aux Archives nationales. Et motif de l'internement, ouvrez les guillemets, en surnombre dans l'économie nationale, fermez les guillemets. Ça c'est le premier acte. Le deuxième acte c'est le 20 août et 21 août 1941, où la rafle là est réalisée sur un arrondissement test, le 11e arrondissement, où de la République à la Nation, sont arrêtés environ 5000 personnes, français et étrangers cette fois-ci, qui seront enfermés au camp de Drancy qui ouvre le 20 août 1941, sous la direction de la police française et sous la surveillance de la gendarmerie française. Donc quand je parle de machine infernale, c'est vraiment ce qui se met en place à cette époque. Ce qui peut surprendre encore aujourd'hui, c'est la méconnaissance qu'avaient bien des gens de l'anti-judaïsme allemand. Pourtant, dès qu'Hitler était arrivé au pouvoir en 1933, il y avait eu une journée quelques semaines après où, par exemple, en Allemagne, on avait interdit aux Allemands d'aller dans des boutiques juives et on avait intimé à tous les commerçants juifs l'ordre de fermer leur commerce ce jour-là. Et bien plus, il y avait tous les textes de Hitler. Dès 1920, il avait lancé un appel qui peut sembler étrange aujourd'hui, c'était antisémite de tous les pays, unissez-vous. Et en 1921, il avait fait un long discours qui disait pourquoi nous sommes antisémites, où il expliquait que le sémitisme, les juifs, c'était l'argent, c'était Mammon. Donc il fallait lutter contre l'argent puisqu'on était socialiste. N'oubliez pas que le parti nazi se disait national-socialisme. Et les juifs, c'était le capitalisme international qui détruisait le capitalisme national qui, lui, était jugé acceptable. Et puis, il y avait eu, entre le 9 et le 10 novembre 1938, après Munich donc, il y avait eu ce qu'on a appelé la nuit de cristal où les nazis en Allemagne ont détruit ou brûlé 190 synagogues, où ils ont détruit ou brûlé 3000 magasins ou entreprises juives, enfin appartenant à des juifs, et où ils ont arrêté 30 000 juifs. Paris, ici vécut Édouard Drumont qui, le premier en France, posa le problème juif dans toute son ampleur. L'Institut des questions juives commémore en présence de Madame Drumont le souvenir du courageux précurseur. À cette occasion, Monsieur Laville a bien voulu nous dire quelques mots. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Il est réconfortant de voir que le public s'intéresse particulièrement à l'étude des caractéristiques du juif qui lui sont présentées dans la section morphologique de l'exposition « Le Juif et la France ». Ainsi grossit chaque jour le nombre des Français qui, sachant discerner le juif, pourront se protéger contre ces agissements. Il n'y avait pas besoin des actualités pour voir l'antisémitisme. Lorsque vous alliez dans la rue, il y en avait. Ne serait-ce que l'exposition du Juif sus, vous savez, et Lissac, tenez, les lunettes, moi qui porte des lunettes. Jamais j'achèterais des lunettes Lissac, jamais. Il y avait marqué « Lissac, c'est pas Isaac » sur son magasin. Quand on a été, je me souviens, Dupont, c'était marqué en gros « Interdit aux Juifs et aux chiens ». Alors, non, ça, on l'avait partout, ça. C'était difficile quand même, tous les interdits. On était interdit de bibliothèque, de jardin public, de café, ça peu importe, à notre âge, c'était pas important. Mais dans le métro, il fallait prendre le dernier wagon. On ne pouvait pas aller ni au théâtre, ni au cinéma, ni au concert. Ça, c'était tout ça, c'était interdit. Il y avait des heures qui nous étaient appliquées, c'est-à-dire qu'à 8 heures le soir, il fallait être chez soi. On n'avait plus le droit de ressortir. Il y avait quand même beaucoup d'interdits. Et puis, on ne pouvait pas faire nos courses comme tout le monde. C'est-à-dire que les magasins, on devait y aller entre 15h et 16h, je crois. Enfin, l'heure où les magasins, en principe, sont toujours fermés, quoi. Dès l'ordonnance allemande du 29 mai 1942 sur le port de l'Étoile jaune, les Juifs sont visibles. Et il faut
lire le déchaînement de la presse, de la collaboration sur cet événement, qui frappe une population à partir de l'âge de 6 ans. Hein. Donc, moi, je sais, quand je suis parti au collège le lundi 8 juin avec cette étoile, c'était tout à fait abominable parce que j'avais l'impression d'être transparent. Ah, c'était pas le pire. L'étoile jaune, c'était pas le pire. Vous avez les tout petits, l'étoile jaune, des fois, ils s'en vantaient, les gosses. Mais l'étoile jaune, on savait qu'on avait un tampon juif sur la carte d'identité. C'est pas l'étoile jaune qui était le pire. Le pire, c'est toutes ces humiliations. Le dernier wagon du métro, pas le droit, bon, cinéma, on s'en fout, des cafés, on s'en fout, mais d'être montré du doigt et humilié, pas seulement par l'étoile, mais vraiment humilié. Il a fallu donc arborer cette étoile jaune. On nous regardait, on venait parfois voir si elle était bien cousue. Les colibets, les moqueries qu'on a pu ressentir, que j'ai pu ressentir étant enfant, à cause de cette étoile, était lourd à porter. Le jour où nous avons porté l'étoile, et les petites copines là dont je vous ai parlé, Rachel et Irène Jakubowicz, toutes les trois, on s'est habillées en bleu, blanc, rouge avec l'étoile et nous sommes partis en expédition, si on ose dire, parce que pour nous, aller sur les Champs-Élysées, c'était une expédition, c'était pas notre quartier. Hein. Nous sommes partis sur les Champs-Élysées et nous avons descendu les Champs-Élysées toutes les trois avec nos étoiles. Et alors là, ça a été extraordinaire. Les femmes surtout sont venues vers nous, nous ont embrassés, serré les mains. C'était vraiment formidable, ça je n'oublierai pas. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. À partir de 1942, Eichmann commence à songer à ce qui sera, ce qu'on appellera la solution finale. À un moment, on avait pensé emmener les Juifs à Madagascar, créer un État juif là-bas, un peu loin de tout. Mais là, Eichmann commence à penser à cela, et ça se traduit en France par l'arrivée de Heydrich, qui est un chef nazi aussi, au printemps 1942. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hiller, secrétaire général à l'administration. En mai 1942, une nouvelle équipe allemande vient en France. Bousquet est là. Le principe qui a été retenu, c'est qu'il y a un commissariat général aux questions juives. Ce commissariat a une police. Cette police va devenir nombreuse et c'est elle qui va arrêter les Juifs. Et Bousquet dit, mais c'est une atteinte à la souveraineté française. Comment vous faites confiance à une police parallèle qui va être composée d'escrocs, de voleurs, de souteneurs, etc. Faites confiance à la police nationale. Et en contrepartie, donnez-nous des avantages qui sont l'armement de la police française, le contrôle administratif dans la zone occupée, etc. Et entre eux se noue le dialogue qui se termine par nous arrêterons le nombre convenu, nous ferons arrêter le nombre convenu de Juifs par la police française, mais ce seront tous des Juifs apatrides, voilà. Donc, en juillet 1942, on se dit on va rafler les Juifs. On pense d'abord aux adultes, puis le gouvernement français se dit « Mon Dieu, mais les enfants, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants ?» Donc on va envoyer aussi les enfants. Et on pensait d'abord à le faire à la mi-juillet, puis on se dit le 14 juillet, c'est quand même pas vraiment une bonne date, donc ça se fera 2 jours plus tard. Et ça filtre un peu, parce qu'une opération de ce genre, aussi importante, qui fait qu'il faut rassembler des tas d'autobus, et qu'il faut aussi rassembler les policiers, les gendarmes, n'est pas une opération qui se décide au petit matin. Comme ça se prépare pendant plusieurs jours. Et il y a même une organisation juive qui s'appelle l'UGIF, qui est au courant de ce que cette opération va avoir lieu. Personne, ou à peu près pas grand monde à l'époque, ne pense que ça se terminera dans les chambres à gaz. Il faut être honnête, ça, il faut le dire. Je pense qu'ils vont être déportés, voilà. Aube du 16 juillet, donc, 4 heures du matin, les agents, par équipe de 2, munis de leurs fiches, vont donc chez les gens dont l'arrestation avait été prévue.
Alors, première surprise, ils trouvent beaucoup moins de gens que prévu, et notamment énormément de femmes et d'enfants, mais très peu d'hommes. Ce qui prouve bien qu'il y a eu des fuites et que, comme jusqu'à présent on n'avait arrêté que des hommes, les hommes se sont cachés. On n'a pas imaginé que les femmes et les enfants seraient arrêtés. La veille de la rafle du Veldiv, ma mère avait dû entendre des rumeurs parce que certains policiers avaient dit les choses. On va venir prendre les femmes et les enfants. Donc elle m'a cachée avec ma sœur chez ma grand-mère qui habitait à environ 100 mètres de chez nous, à peine. Et nous étions là, cachés à 6, avec un oncle et une tante, ma grand-mère, mon grand-père, ma sœur et moi. Le matin, il y a eu des grands coups frappés à la porte. Et je dois vous dire que les coups frappés à la porte, jusqu'à présent, je sursaute. Et 2 policiers, un en uniforme, l'autre en civil, qui nous ont dit « Les enfants, vous venez, vous prenez vos affaires et vous venez rejoindre votre mère ». Et en chemin, ils nous ont dit « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez ». Ma mère était dans ses sombres pensées. Elle était tellement malheureuse de nous voir avec elle. Et moi, je regardais autour de moi. J'avais 8 ans, donc pas le même regard que ma mère, sûrement. J'ai vu des gens faire le signe de croix en pleurant. J'en ai vu d'autres nous montrer du doigt en riant, en nous jetant des pierres, je ne sais pas quoi. Donc j'ai senti que le climat était partagé. Ma mère a demandé aux policiers vous emmenez tous les gens qui vous êtes en train d'arrêter, où est-ce que vous allez nous emmener, mes filles et moi? Parce que ça, vous devez bien le savoir, vous nous conduisez où? Le policier a dit écoutez, moi je n'en sais rien, j'ai les ordres, vous devez me suivre, il y a des autobus qui attendent dans la rue de Belleville, vous prenez des vêtements, dépêchez-vous, on est déjà en retard. Et là, ma mère est allée chercher ses grands ciseaux de couturière, et puis elle a planté ces grands ciseaux de couturière sous le menton du policier, en lui disant écoutez, puisque vous avez le courage de venir arrêter des femmes et des enfants sans même savoir où vous allez les emmener, vous êtes courageux jusqu'au bout, tenez, je vous donne ce qu'il faut, vous nous tuez, mes filles et moi je ne bouge pas. Et puis d'abord, vous voyez bien, ma fille est malade, Rachel est malade, je ne peux pas l'emmener, c'est pas possible. J'ai senti chez lui un moment d'hésitation. Il a cédé. On a été violemment réveillés de très bonne heure par des coups qui avaient l'air de défoncer la porte. Et ça nous a vraiment affolés. Et là, 2 policiers, ou des inspecteurs, sont rentrés et brutalement ont demandé à ma mère de préparer des affaires pour 2 jours. Je me souviens qu'elle s'est précipitée à leurs genoux en criant de laisser ses enfants. Et je me souviens surtout de la grande honte que j'ai vue de ma mère, pour qui j'avais une admiration immense, être à genoux devant ces policiers qui la repoussaient avec le pied d'une manière méprisante. Il y a la circulaire du directeur de la police municipale, Hennequin, qui est d'une précision terrifiante, où chaque intervention, chaque geste est expliqué aux policiers. Vous n'avez pas à discuter avec les familles du bien fondé. Vous vous faites remettre les clés. Vous vérifiez s'il n'y a pas des animaux domestiques dans l'appartement, parce que c'est beaucoup plus important de veiller à leur sauvegarde qu'aux gens qu'on arrête. Vous remettrez les clés à la concierge. Vous ne discutez pas. Et ça dure 5 minutes. Nous, ça a duré 5 minutes. Et là, nous sommes arrivés à la Bellevilloise. C'était un cinéma désaffecté où ils avaient enlevé tous les sièges. Et on nous a parqués là-dedans. Nous étions très nombreux, serrés les uns contre les autres. Ma mère, les derniers souvenirs que j'ai de ma mère, elle était très agitée. Et elle allait d'une femme à l'autre, d'une connaissance à l'autre, en disant « Non, non, on ne part pas travailler en Allemagne. C'est pas possible avec des tout-petits. » Il est vrai que moi, j'avais déjà 8 ans, mais il y avait des enfants, dès l'âge de 2 ans, on les prenait. Et une voisine, Madame Bretstein, est arrivée et a dit « Léa,
c'était sa fille qui avait 15 ans, une grande, vient de s'enfuir par l'issue de secours. Les flics ont tourné la tête pour ne pas la voir. Dis à tes enfants d'en faire autant. Alors ma mère nous a dit, vous allez retourner chez la grand-mère en attendant, et dès qu'on vient vous chercher, vous sauvez. On ne vous fera rien dans la rue. Et moi, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. Je crois que ma sœur non plus. Je me suis accrochée à sa jupe, à ses basques. Je pleurais, je criais, je ne voulais pas lâcher ma mère. Alors elle a fait ce qu'elle a cru devoir faire. Pardon. C'est bon. Et puis, elle nous a giflés. Elle nous a giflés. Et elle a dit, vous retournez immédiatement chez la grand-mère. Ma sœur, pleine de rage d'avoir été giflée devant tout le monde, 13 ans, elle m'a prise par la main. On est parti vers l'issue de secours et effectivement, les deux policiers en faction, deux jeunes, ont tourné la tête pour ne pas nous voir. Dans la soirée, une dizaine d'heures plus tard, avec ma sœur, nous avons été relâchés d'une manière tout à fait hasardeuse, ce qu'on pourrait appeler les incohérences de la répression. Le commissaire de police de Vincennes a décidé d'appliquer la circulaire strictement, c'est-à-dire de n'arrêter que des étrangers, mais de ne relâcher les enfants français qu'entre 14 et 16 ans. C'est-à-dire les petits, on ne les relâchait pas, et les plus âgés non plus. Il se trouvait qu'avec ma sœur, on était dans cette tranche d'âge, et on a été les seuls sur une vingtaine d'enfants qui étaient dans ce pavillon, où nous étions enfermés, à être relâchés. C'était tout à fait hasardeux, il n'y avait pas de raison particulière. Ça ne s'est pas fait ni dans les communes à côté, à Montreuil, à Fontenay. Alors ce jour-là, la police française a arrêté plus de 4000 enfants, pratiquement tous français. Et on a été, je ne sais pas, quelques centaines, peut-être 300, 400, 500, c'est difficile à quantifier, à se retrouver dehors. Ça s'est passé d'une façon lamentable sur le plan administratif et calamiteuse, notamment au Veldiv, où en fait on avait prévu des tinettes en nombre insuffisant, il n'y avait que 2 médecins, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, on est en plein juillet, il fait très beau, très chaud, et des milliers de gens vont rester, 8000 à peu près, vont rester pendant 4-5 jours les derniers dans un vélodrome d'hiver où des gens deviennent fous, où des enfants ont des crises nerveuses, où on compte, le directeur de la police municipale considère que c'est un succès, seulement 5 suicides. Je revois cet autobus s'arrêter en bas de l'entrée du Veldiv, où il y avait à l'extérieur plein de gendarmes ou des policiers, ce qui est pareil. Hein. Et on nous a fait rentrer dans ce Veldiv, qui était déjà noir de monde, hein, déjà. Il y avait déjà du monde. Et avec ma mère, on nous a fait monter dans le haut des gradins, parce que je crois qu'il devait déjà être plein. Bon, et puis là, ça a été l'enfermement, je ne sais plus combien de temps ça a duré, 3-4 jours, et là, c'était déjà l'horreur. Parce qu'on était au mois de juillet, le Veldiv, si je me souviens, je crois qu'il y avait une verrière, et les lumières sont restées allumées jour et nuit. C'était noir de monde. Il arrivait sans arrêt du monde, mais c'était déjà noir de monde. Alors là, on n'avait pas à manger. Je me souviens juste de la distribution, une fois, d'une madeleine et d'une sardine à la tomate. Et surtout de cette soif qu'on avait. Et puis du fait qu'on ne pouvait pas aller au water et on pataugeait vraiment dans le... Notamment encore quand on était sur les gradins, on pataugeait dans les excréments. C'était vraiment dégoûtant. Ce que je me souviens aussi, c'est qu'il me semblait que les lumières ne s'éteignaient jamais. Nuit et jour, il y avait des espèces de globes et surtout des haut-parleurs qui, sans arrêt, donnaient des noms. Moi, mon
espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre belle France. Mais à Paris, la vie continue. Les gens vont au cinéma, à l'ABC, où il y a un spectacle de musical, là. Un spectacle de musical qui se déroule tout à fait normalement. Les gens vont au cinéma, qui est interdit aux Juifs, mais ça, c'était depuis quelque temps déjà. Il n'y a pas de bouleversement. Et en même temps, quand même, il y a ceux qui ont vu, qui ont entendu. Et à partir du deuxième jour, ça s'est répandu, parce que les gens se parlent quand même. Et on a donc un rapport intéressant de la préfecture de police qui date du deuxième jour, donc du 17 juillet au soir, et qui dit que l'opinion publique est troublée. Je cite ce rapport textuellement, c'est assez intéressant. Bien que la population française soit dans son ensemble et d'une manière générale assez antisémite, elle ne juge pas moins sévèrement ces mesures qu'elle qualifie d'inhumaines. Et moi, à mon sens, le basculement de la société française sur le problème de l'antisémitisme a commencé là. À l'école de police d'État de la thème de la promotion Maréchal Pétain. 5 semaines d'une vie en commun, d'une vie active et disciplinée, donnent à ces hommes qui auront demain la charge toujours délicate et souvent périlleuse de veiller sur l'ordre intérieur du pays, le sens du devoir, le sens du dévouement, le sens national. Quand il y a la rafle du 16 juillet 1942, il va y avoir des portes enfoncées quand on n'ouvre pas. Il va y avoir des policiers qui vont rentrer le revolver à la main dans certains petits appartements. Il y aura sur les plateformes des autobus, il y a des plateformes à cette époque qui sont à l'air libre, des policiers en armes qui expliquent qu'ils vont tirer sur ceux qui vont chercher à s'enfuir. Il y a cette volonté, qui est une volonté, moi, que il ne faut pas chercher des mots trop compliqués. Il y a une volonté criminelle de se séparer de cette partie de la population qui est considérée comme étrangère à ce pays. Donc, en partant de là, ça va très loin. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attendrissement, il n'y a pas d'état d'âme. Les policiers étaient placés dans une situation difficile parce qu'ils devaient travailler entre 2 policiers qui ne se connaissaient pas et ils avaient 5 fiches, donc 5 familles à arrêter. Alors celui qui revenait avec 0 famille, bon, il pouvait peut-être s'attendre à des problèmes. Les policiers étaient des gens pauvres. Souvent les femmes étaient concierges. Bon, c'était difficile pour quelqu'un d'être un héros. Il n'y a pas un seul policier, ils ont été prévenus la veille de la rafle, qui a refusé. Il y en a un qui a démissionné le lendemain, c'était un policier du commissariat de Nogent, que je n'ai jamais pu retrouver. Il n'y a pas eu de révocation. Après, ça veut dire que tout le monde a fait le travail dans la dignité et dans l'honneur, comme disait un préfet de police. Les Allemands avaient demandé, et la préfecture de police, de sortir, je crois, 28 000 fiches, espéraient 22 000 adultes. Ils ont arrêté 9 000 adultes et 4 000 enfants. Voilà, donc ce qui montre que déjà l'introduction de l'étoile jaune avait fait tourner l'opinion plutôt en faveur des Juifs. Les hommes il y avait eu des fuites, donc beaucoup d'hommes s'étaient cachés parce qu'ils pensaient qu'on n'arrêterait que les hommes. Et par ailleurs, disons, un certain nombre d'enfants ont pu être préservés par les voisins. Quant à l'arrestation des enfants, il y a là un aspect tout à fait abominable. Les nazis n'ont pas demandé qu'on arrête les enfants. Et ils l'ont si peu demandé qu'après la rafle, lorsque les hommes sont déportés les premiers, les femmes et les enfants sont expédiés, c'est le mot qu'ils utilisent eux-mêmes, dans les camps du Loiret, à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui ont été vidés de leurs occupants de l'année précédente. Et comme la Gestapo réclame constamment de nouveaux convois de 1000 personnes, et que la décision n'a pas été prise à la mi-août de déporter les enfants, on va séparer les mères de leurs enfants. Ils nous ont arrosés d'eau, de jets d'eau pour nous séparer, donner des coups de crosse sur les mains des enfants, sur les mères. Enfin, ça a été fait et c'était pas loin de Paris. Beaune-la-Rolande est à côté d'Orléans. Et ça a été fait dans des hurlements, dans des cris vraiment épouvantables.
Et après, j'ai su qu'ils avaient déshabillé les mères, c'était pour les fouiller aussi, pour ramasser ce qu'elles pouvaient, si elles cachaient des alliances ou un peu d'argent, enfin tout ça. Et après les mères, je me souviens du dernier regard de ma mère. Il y avait les mères d'un côté et les enfants plus âgés, c'est-à-dire au-dessus de 12 ans. Et les petits, je sais que mon petit frère et moi, on était d'un côté, ma mère de l'autre, séparés, avec des gendarmes au milieu. Et il y avait un très grand silence. Et ma mère nous a fait un signe, c'est la dernière fois que je la voyais. Et ça n'a pas été triste. Bon, ben, il fallait quitter sa mère. Alors, on tirait d'un côté, on tirait de l'autre. Il y avait des gendarmes, ils aspergeaient avec de l'eau, on tapait dessus. Bref, il a fallu lâcher. Bon, c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Donc, il va rester à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, quelques 4000 enfants. Et alors, quand le Laval, où le gouvernement explique qu'il ne faut pas séparer les familles, c'est une sinistre plaisanterie parce que les pères ont déjà été déportés, les mères vont être déportées, et les enfants, à partir du 20 août à peu près 42, vont être transportés à Drancy par groupe de 200 ou 300, mêlés à d'autres adultes, ensuite à Drancy, et déportés avec des adultes qui ne connaissent pas. On a formé un convoi de wagons à bestiaux. Il y avait environ 1100 personnes. Il y avait des grandes personnes qui se trouvaient à Drancy et 400 gosses de Pithiviers qui étaient avec moi. Et nous avons pris ces wagons. On nous a fourrés dans ces wagons, il faut le dire. Et nous avons voyagé sans eau, sans nourriture. Les gosses qui pleuraient. Et c'est à croire, pas tellement, puisque c'est à croire qu'ils subissaient. Dans notre wagon, où nous étions avec mes 3 copains, il y avait une petite fille. Oh, il avait à peine 4 ans. Elle était, comme tous les enfants, mais enfin, celle-là, je me souviens, cette petite fille, elle était tellement jolie, tellement mignonne. Je ne me souviens pas d'avoir vu pleurer cette petite fille. Mais elle était là avec ses grands yeux, étonnée de voir ce qui se passait. Être là avec tous ces adultes. Et nous sommes arrivés à cause, moi personnellement, il y a eu une sélection. La sélection, c'est un tri. Logiquement, cette sélection se faisait à Auschwitz, mais là, à Kosel, une station avant Auschwitz, on a arrêté le train. On a fait descendre les personnes de 16 à 45 ans susceptibles de travailler. Et ça a été une chance. Pour moi, je pense que c'est une chance. J'aurais pu être sélectionné à Auschwitz et peut-être aller dans les chambres à gaz. On a descendu 250 personnes, des hommes, et le convoi est parti, dont ma petite sœur. Ils sont partis et le convoi est exterminé. Alors l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, qui représentait l'épiscopat français à l'époque, s'est réunie peu de temps après la Grande Rafle. Et là, vraiment, ils étaient émus, alors qu'ils étaient plutôt... Ils avaient soutenu le gouvernement de Vichy jusque-là. Là, ils étaient émus, troublés. Ils ont décidé de protester. Ils sont beaucoup interrogés sur ce qu'ils allaient faire. Et finalement, au lieu de faire une protestation publique, ils ont décidé de ne pas faire de protestation publique en disant il y aura des représailles sur les chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est d'envoyer une lettre au maréchal Pétain à Vichy pour lui dire leur émotion et leur désaccord. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le représentant du Vatican à Vichy, qui s'appelait Monseigneur Valerio Valeri, les a jugés très sévèrement en disant ces gens-là ne sont pas très courageux. Et il a envoyé un rapport au Vatican pour dire que leur protestation était purement platonique. Et puis, ça va continuer, parce que la rafle du 16 juillet 1942, c'est une rafle de masse qui va être suivie d'autres rafles. Le 16 juillet, n'ont pas été arrêtés les Juifs de certains pays qui sont
comment dire, alliés de l'Allemagne nazie. Les Roumains, les Hongrois, bon, etc. Eh bien, à l'automne, à partir de la fin du mois de septembre, octobre et novembre, il va y avoir des rafles spécifiques. Il y aura la nuit des Roumains, il y aura la nuit des Grecs, etc. Et puis, à nouveau, une rafle de masse le 11 février 1943. Et puis, ça va continuer par des rafles ponctuelles, constamment. Ça, là, il s'agit d'un déporté, je crois, qui avait la dysenterie. Mais je crois que lorsque nous sommes arrivés à Buchenwald, après ces plusieurs semaines de marche et de privation, on était pratiquement tous comme ça. Et les camarades de Buchenwald, lorsqu'ils nous ont vus arriver, se demandaient encore comment on pouvait marcher, tellement on était d'une maigreur effrayante. On ne va prendre conscience de l'importance de ce phénomène qu'à partir de mai 1945, avril peut-être, parce que bon, la progression des troupes alliées par l'ouest et des Russes de l'autre côté qui arrivent à Auschwitz et tout ça, fait que l'on obtient des informations. Cette fois, l'information est beaucoup plus libre, évidemment, et on obtient des informations sur ce qui s'est passé vraiment dans les camps. Bien sûr, on savait depuis avant-guerre qu'il y avait des camps. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. On savait qu'il y avait des camps, mais on n'imaginait pas l'horreur de tout cela. Et puis le caractère, je dirais, scientifique de l'extermination des Juifs à ce moment. Ça, bien, on n'imaginait pas. Donc on le sait. Et puis, bon, il y a quand même quelques Juifs qui reviennent et qui parlent peu. Il y a une sorte là-dessus de silence. Ils n'ont pas envie de parler parce que peut-être c'est indicible. Et donc, on va rester longtemps dans cette situation de savoir qu'il y a eu quelque chose de terrible et en même temps qu'on en parle peu. Le premier livre sur la Grande Rafle, qui est le livre de Lévy, paraît en 1966. Donc, pratiquement 20 ans après le premier livre sur la Grande Rafle, 20 ans après qu'elle ait eu lieu, vous imaginez. Et en plus, il reste ce phénomène qui est controversé. Je sais qu'on se dit en France que finalement, proportionnellement aux autres Européens, par rapport à la population juive qui était nombreuse depuis 1930, on a eu moins de morts que la plupart des autres pays européens. Alors pourquoi? Il y avait pourtant un fichier juif qui apparemment avait été bien tenu, qui avait été monté par la police française. Donc ils étaient recensés à peu près. Mais il y a eu quand même pas mal de compassion, je dirais, de gens qui sont venus au secours des Juifs, qui les ont hébergés dans la campagne, dans des coins de la Creuse, de la Lozère, que sais-je encore, qui en ont caché un peu partout, dans des orphelinats et tout cela. Moi, je dis souvent que les cœurs ont été plus intelligents que les esprits. Que les esprits, les gens, on n'a pas mesuré tous les enjeux et tout ce que signifiait cette histoire-là, mais que les cœurs étaient quand même sensibles à la détresse des familles, des enfants surtout, et que finalement, beaucoup de gens ont été aidés. Et ça, il faut le dire aussi, parce que ça fait partie de l'histoire. Il n'y avait pas de volonté des institutions françaises après la guerre de rappeler des événements répressifs dont le moteur était la police française. Je voudrais rappeler que quand Alain Resnais a fait son film Nuit et brouillard, il n'a obtenu le visa de la commission de censure qu'à condition qu'il gratte sur la pellicule le képi d'un gendarme français. Donc, il y avait une société française frileuse. Il faut rappeler que le film Le chagrin et la pitié a été interdit à la télévision jusqu'en 1981. Pendant des années, j'ai écrit là-dessus. Pour la première fois où j'ai pu faire passer un article dans Le Monde sur cette rafle, c'était vers le 10 juillet 1982. Et c'était la première fois qu'en vraie grandeur pouvait paraître dans un journal une explication de cette rafle conduite par des autorités françaises. Avant, on ne voulait pas l'entendre.
Libération, évidemment, toute la population condamne les mesures qui ont été prises contre les Juifs, condamne la grande rafle, etc. C'est vraiment, il y a un sentiment quasi unanime là, qui se dégage. Il n'y aura pas beaucoup d'épuration dans la police, ni dans la gendarmerie. Il ne faut jamais oublier que la gendarmerie aussi était en cause dans cette affaire-là. Pourquoi il n'y aura pas beaucoup d'épuration? D'une part parce que la libération de Paris est acquise en partie seulement, mais en partie grâce à la police qui lance un peu le signal de la révolte et puis qui a des armes pour se révolter. N'oublions pas cela. Et puis, d'autre part, je crois, parce que le pouvoir qui s'installe, le pouvoir a besoin de maintenir l'ordre dans ce pays qui est... où tout le monde fait un peu n'importe quoi. Il y a les résistants, mais il y a aussi les résistants de la dernière minute qui en profitent pour racketter, pour brigander, etc. On a besoin de maintenir l'ordre. Et il y a toujours l'ombre des Américains qui planent, des Américains qui veulent administrer ce pays, qui pensent que le gouvernement de De Gaulle sera incapable de gouverner ce pays et qui a prévu, les Américains ont prévu toute une administration pour ça. Alors, pour prouver qu'on est capable de gouverner soi-même, eh bien, il n'y a pas d'épuration dans la police parce qu'on a plein de la police. Je crois que c'est la raison la plus claire et la plus simple de toute cette histoire. Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Les déportés reviennent, eux aussi. Ces Français, parce qu'ils ont été les premiers résistants, parce qu'ils ont dit non à l'occupant, parce qu'ils ont maintenu la France, ont été jetés dans des camps qui étaient des bagnes, dans des bagnes qui étaient déjà des cimetières. Revêtus encore de leur livret de forçat, ils retrouvent la vie dans une France libre pour laquelle ils ont sacrifié leur propre liberté. Quand les rescapés des camps reviennent, ils vont bien sûr réclamer des comptes. Mais autant les communistes sont nombreux ou les résistants à revenir vivants, parce que les camps de concentration étaient terribles, la mortalité y était terrible, mais ils sont des milliers à revenir. Autant dans les 76 000 Israélites déportés, et il y a à peine 1500 ou 2000 survivants. Et puis, les premiers déportés sont arrivés. Ma sœur a su par quelqu'un qu'il fallait se rendre à l'hôtel Lutetia. Entre-temps, ma tante nous avait donné des photos de nos parents qu'elle avait gardées parce que nous n'avions plus rien. Je n'ai même pas un objet de mon père et un objet de ma mère. Rien. Et nous sommes partis à l'hôtel Lutetia avec les photos de nos parents. Et là, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu débarquer ces gens dans des conditions pitoyables. Et lorsqu'ils débarquaient, ils avaient déjà été un petit peu nourris. C'était terrible. Pas un mot. Ils ne disaient pas un mot. J'avais des longs cheveux bouclés. Plusieurs fois, on m'a caressé les cheveux. J'ai demandé, vous avez connu... On s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien demander. Ils avaient un regard un peu vide, si j'ai bonne mémoire, et ils ne disaient pas un mot et ils n'auraient rien dit. Nous, on est passé par l'hôtel Lutetia. Et puis, bon, après une visite médicale très sommaire, vous savez, on ne s'occupait pas beaucoup de nous. Hein. Et je me souviens, c'est bon, ah non, pas du tout alors. Je peux dire pas du tout, hein, presque pas. Parce que, et je me souviens, quand je crois que c'est un colonel qui était assis là, entouré avec des collaborateurs, quelques collaborateurs, et notre dossier nous suivait. Il regardait le dossier, et il me regarde, il me dit, « Et tu es vivant ?» Et comme mot d'encouragement, c'était vraiment un peu maigre. Hein. J'avais vraiment l'air d'un épouvantail à moineau. Je pouvais peser 40 à 45 kilos, mais je n'arrivais plus à marcher. Et petit à petit, j'ai repris des forces. Et les prisonniers de guerre, c'était le Stalag. Je me rappellerai toujours le 7A, qui, le dirigeant de tous ces prisonniers m'a pris avec lui. Il m'a soigné et je suis rentré à Paris avec ces prisonniers. Je n'ai pas été au Lutetia comme certains, mais avec les prisonniers, nous sommes arrivés au Gaumont Palace
Là, on nous a donné un sandwich, un ticket de métro, et on m'a dit, bon, bah, vous pouvez rentrer chez vous. Malheureusement, je n'avais pas de chez moi. Je suis arrivé, il n'y avait plus mes parents, il n'y avait plus mes sœurs, et j'avais plus d'appartement, c'était occupé. Et puis, j'ai refait ma vie. J'ai essayé, je suis rentré malade, il faut le dire. Et on m'a soigné. Et j'ai rencontré ma femme. Nous nous sommes mariés. Et petit à petit, nous avons élevé 2 enfants, dont je suis fier maintenant. Et puis de porter mon nom aussi. Je suis vraiment fier de mes enfants. Et je suis arrière-grand-père. Je suis arrière-grand-père. Voilà, je vous remercie. Hein.